Hey, salut, j'espère que ça va bien chez vous. Dans la première partie, on a exploré un sacré paquet de projets, tous plus intéressants les uns que les autres, et je pense que maintenant vous avez de quoi construire un arsenal de hackers à toute épreuve. Et peut-être que pour certains d'entre vous, ce qui pique votre intérêt, c'est plus la création ou la participation à des projets existants. Et honnêtement, je ne peux que vous comprendre, qui n'a jamais rêvé de créer lui-même sa propre armurerie de hackers, tel un Q ou un James Bond des temps modernes. Et ça tombe bien, c'est exactement le sujet de cette partie 2, alors installez-vous confortablement et bienvenue dans Cybertalk. Deuxième partie de ce talk, toujours sur le hardware, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Et on a dit qu'on allait parler de développer sa propre armurerie. Et on va commencer en essayant d'adopter le point de vue, on va dire, de quelqu'un qui a envie de se lancer un petit peu dans toutes ces aventures de bricolage. Par quoi je dois commencer en fait? Est-ce que je dois apprendre à dev? Est-ce que je dois acheter direct du matos? Est-ce que faut que je me renseigne sur tous les protocoles parce qu'il y en a 3 millions et je sais pas quoi faire? Comment je fais? La première chose à faire, effectivement, c'est d'acheter une petite carte, tout simplement. Voilà, on va dépenser 5, 7, 10 euros à tout casser sur un petit matos. Ensuite, ça va être potentiellement compliqué de démarrer. Voilà, on a donc deux langages qui sont les plus utilisés sur ce genre de carte. Ça va être le MicroPython et le C++ via Arduino, voire ESP-IDF. Mais là, on commence à taper un peu plus dans le dur. Mais voilà, le début va être de commencer déjà rien qu'à porter un projet, à compiler soi-même un projet pour pouvoir effectivement le flasher sur sa board. On a déjà une partie entre guillemets d'apprentissage sur comment connecter sa board, avoir un bon pilote pour faire un port-com, comprendre ce que c'est qu'un port-com, savoir quelle vitesse potentiellement je dois mettre pour pouvoir uploader mon code par rapport à ma board, etc. Et ensuite, effectivement, commencer à envoyer potentiellement un projet, si possible, le plus petit possible ou le mieux fait possible pour effectivement avoir ses repères et pouvoir après, par la suite, commencer potentiellement à le modifier un petit peu. Et donc, voilà, commencer tout simplement à rentrer dans le code, à modifier un projet existant, ne serait-ce que changer la couleur, changer les choses, etc. Et on va, par conséquent, potentiellement couper des réflexes pour pouvoir développer plus tard. Après, effectivement, il y a forcément, si on veut se lancer dans un projet from scratch, une partie développement dans l'apprentissage, forcément. Aujourd'hui, il y a aussi ChatGPT, les LLM en règle générale, pas forcément ChatGPT. N'allez pas sur DeepSeek. Voilà, c'est potentiellement une grande aide pour commencer. Lui, il connaît par cœur en fait ce genre de langage. Il en a bouffé des tonnes et des tonnes. Donc, ne serait-ce que voilà, fais-moi un petit projet pour allumer et éteindre une LED à une certaine fréquence. Déjà, comprendre comment le code se structure, comment il s'agence. Potentiellement demander des questions directement au LLM. Et puis après, il y a des ressources infinies sur Internet avec des tutos monstrueux qui vont de A à Z et qui permettent de faire des tout petits projets au début. Donc voilà, des petits serveurs web, allumer une LED à distance via une page web. Quand tu cliques sur ton téléphone, ça allume, ça éteint la LED. Et ensuite, après, continuer, tout simplement. Arriver sur un moment où tu as un besoin et forcément, tu essaies de le combler effectivement avec tes compétences et le matériel que tu as à ta disposition. T'as des ressources pour ça? Google, le nom de la carte, le nom d'un projet. Voilà, typiquement, tu as un projet qui s'appelle WLED, qui permet de flasher directement ta carte à partir d'un navigateur web. Donc, tu n'as vraiment pas besoin d'avoir à télécharger un IDE, à compiler la chose, etc. Ils te fournissent directement le binaire. Tu branches un bandeau de LED programmable dessus et tu te retrouves en fait avec un mini serveur web sur lequel tu peux taper, qui se connecte directement à ton réseau et qui peut te faire des effets lumineux différents. Tu peux modifier l'intensité, changer les couleurs, etc. Vraiment, tu as des LED contrôlables à distance via ta petite carte, quoi. Et potentiellement, moi j'avais un projet comme ça qui était de faire en fait un nuage en watts, vraiment physique, d'avoir une bande LED en fait qui traverse sous le nuage et donc de faire en fait des éclairs à différents moments pour faire effectivement un nuage de notre région. Et voilà, ça peut commencer tout simplement par des petits bidouillages de projets. Après, si c'est pour faire du hacking, vraiment du hacking, potentiellement se rapprocher de projets qui font ça et voir effectivement comment eux ils font déjà pour voir comment eux ils arrivent à envoyer une trame de DOF par exemple, ce qui n'est pas forcément évident au début. Là par contre, il faut effectivement, on arrive sur des choses où il faut comprendre le protocole en lui-même sur lequel effectivement on va travailler, voire bosser dessus. Typiquement
La partie DHCP, je forge une frame DHCP directement en hexadécimal, quoi. Ça commence à piquer un peu le cerveau quand tu commences à dire alors ce bit là il va là, celui-là il va là. Ça commence à piquer. Mais même sans ça, on a aussi des librairies. On a pas mal de gens en fait qui travaillent tout simplement à faciliter la vie des gens, où tu peux inclure des librairies et appeler des fonctions en fait qui sont déjà toutes préfaites. Je prends l'exemple du Evil, pour afficher une image sur l'écran, merci M5 Stack parce qu'ils ont fait une fonction où tu fais print image et ça, avec la directory qui est sur ta carte SD, ça t'affiche l'image sur l'écran. Donc voilà, on a aussi toute une partie de personnes qui facilitent le travail de développement avec des librairies, des bibliothèques et des choses qui sont déjà préfaites. C'est pas forcément partir from scratch de toute façon, enfin même le projet Evil, je dis from scratch, mais il y a des librairies derrière, il y a des bibliothèques, il y a des choses qui ont déjà été faites par d'autres gens et qui moi me permettent en fait de juste appeler une fonction et de faire justement ce qu'il est capable de faire. Admettons, bon, je suis pas un foudre de guerre en dev, mais je me démerde en LLM, donc j'arriverai à dev quelque chose d'à peu près correct. Mais est-ce qu'il me faut aussi des bases d'électronique pour ça? Ou est-ce que ça passe en fait? Une fois que tu as compris en fait les différences, on va y revenir après sur SP32, Arduino, tout ça. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de connaître l'électronique pour pouvoir m'attaquer à ce genre de projet? Alors ça va dépendre dans quel domaine. Si on est sur du Wi-Fi, etc., pas forcément. Par contre, si on va commencer à vouloir relier des équipements dessus, ouais, va falloir avoir quelques bases. Voilà, typiquement, relier un bandeau LED à un ESP32, faut savoir faire 3 soudures, quoi. Donc tu vas pouvoir se dire, voilà, je vais utiliser ces GPIO là, donc ces petites broches de sortie, et les programmer pour que ça sorte bien sur ces broches là. Je vais faire gaffe à mettre le plus 5 volts et le ground au bon endroit, etc. Donc, voilà, on a quand même des mini bases d'électronique à avoir si on veut connecter des équipements ensemble. Par contre, voilà, si on a des projets qui tournent déjà dessus, potentiellement, le carte-tuteur, on n'a pas besoin de connaissances en électronique pour pouvoir s'en servir. On branche le truc, on charge le firmware et hop, c'est parti. T'as pas besoin de savoir effectivement que tel GPIO est branché à l'écran, etc., etc. Donc oui et non. Si on part from scratch, là, ouais, va falloir commencer un petit peu à taper dans le datasheet. Donc vraiment la documentation de la puce en elle-même. Savoir effectivement quels GPIO sont reliés à quoi. Est-ce qu'il y a du SPI sur ces GPIO-là, qui est une technologie de communication. Voilà, va falloir un petit peu creuser le sujet effectivement pour aller plus loin. Mais pas forcément. Dans les débuts, effectivement, c'est pas forcément nécessaire d'avoir des bases en électronique pour pouvoir commencer à faire des petits projets et s'amuser déjà pas mal. Et concrètement, il faut quoi d'autre du coup? Donc tu nous as dit il faut une carte, petite carte, un truc pas cher pour attaquer. Carte, pas cher, potentiellement un fer à souder. Parce qu'on va avoir des choses à souder dessus, si possible une breadboard. Alors je sais pas si j'en ai une qui traîne par là. Mais voilà, c'est une petite carte en fait, juste qui permet de brancher des pins dessus. Et qui permet de relier les équipements ensemble sans avoir à les souder en fait. Donc on va utiliser des petits câbles, voilà, typiquement des petits machins comme ça. On va les brancher sur la carte et sur les entrées et sorties. Sur les entrées et sorties de la carte et sur les autres équipements qu'on veut brancher ensemble, des LED, des potentiomètres, voilà, t'as tout un tas d'équipements électroniques que tu peux potentiellement raccorder dessus. Et derrière, potentiellement, t'as pas besoin de faire à souder. Après, c'est plus destiné à du prototypage, donc forcément, c'est pas quelque chose qui va dans la finalité en fait te servir. Après, l'étape d'après, c'est effectivement essayer de créer une PCB pour remettre ces éléments sur quelque chose de solide, mettre potentiellement un petit boîtier sympa imprimé en 3D ou moulé, et après, effectivement, le partir en prod. Cette étape-là, ça va vraiment être l'étape du prototypage. On va brancher les éléments ensemble comme on peut et faire en sorte de faire un POC, être sûr que ça fonctionne et après faire un datasheet et partir dans le concret, quoi. Mais pour commencer, voilà, une petite breadboard, une petite carte, ça peut déjà être assez suffisant. Des jumpers, donc des fils jumpers pour pouvoir relier les éléments et voilà, quoi. Et quand tu dis carte, Arduino, SP32, puis d'ailleurs c'est quoi la différence entre les deux exactement? En fait, la plus grosse différence qu'il va y avoir, c'est tout simplement le microcontrôleur qui est à l'intérieur. Donc sur ESP8266, tu vas avoir en fait des caractéristiques qui vont être inférieures à l'ESP32, que ce soit en termes de RAM ou de processeur, voire de ROM, la mémoire interne en fait de la carte. Par exemple, sur le Core 2, on doit avoir 16 mégas maximum de ROM, donc, où on peut placer en fait notre petit programme. Sur le carte-tuteur, il n'y en a que 8, donc déjà on divise par 2.
Et sur certains équipements de SP32, t'en as que 4. Donc potentiellement, le projet Evil ne passe pas dessus. On va être obligé de se passer de certaines fonctions parce qu'il fait aujourd'hui plus de 4 mégas en fait. Donc ça va vraiment aussi dépendre de ce que tu veux faire, jusqu'où tu veux aller. Mais en règle générale, pour débuter, je pense que c'est mieux de prendre un ESP32. C'est celui qui est le meilleur rapport qualité-prix en termes de puissance, en termes de RAM, etc. En sachant que voilà, les boards Arduino ont été très utilisés dans les écoles et dans les associations pour justement faire apprendre aux gens le C et le C++. Mais aujourd'hui, elles sont potentiellement un peu dépassées. Sur une carte Arduino normale, t'as pas le Wi-Fi et le Bluetooth par exemple. Tu vas vraiment avoir que le microcontrôleur, tes entrées-sorties, etc., etc. Le SP32 fait en sorte d'avoir du Wi-Fi, du Bluetooth, des connectiques qui sont vraiment pas déconnantes par rapport aux usages que tu peux avoir derrière. Donc je pense que c'est potentiellement le meilleur équipement sur lequel on peut s'entraîner et jouer avec pour débuter. Et qui reste relativement peu cher. Ouais, tu recommandes quand même d'avoir quelque chose qui soit assez polyvalent pour pouvoir tester plein de choses. Et c'est pas forcément gênant, genre tu vas pas être submergé, tu vois, de fonctionnalités ou de trucs comme ça. Tu peux vraiment choisir ce que tu as envie d'utiliser. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et puis, on a pas mal d'exemples pour le coup. En règle générale, quand on télécharge une board, donc vraiment, on va dans l'Arduino IDE, on télécharge la board pour que l'Arduino puisse le reconnaître, la board qu'on utilise. Et derrière, en fait, tu as des exemples qui sont en général fournis avec la board et qui te permettent en fait de déjà commencer quelque chose. Je n'ai pas forcément d'exemple en tête, mais en règle générale, tu as voilà, comment faire clignoter une LED. Donc tu as vraiment le petit bout de programme qui va te permettre de éteindre, faire un délai et rallumer la LED et faire une boucle qui va faire ça. Et tu as des choses plus complexes. Par exemple, tu vas carrément avoir des exemples qui te permettent de monter un serveur web complet avec qui vont te permettre de t'envoyer une page, etc. Donc déjà, en fait, le fournisseur a prévu potentiellement de t'aider pour débuter en fait des choses avec. Ok. Et niveau langage, vraiment niveau développement, est-ce que c'est assez facilement transposable? Genre, tu vois, par exemple, tu parles de MicroPython, je crois que c'est ça que tu disais, ou de C, C++. Est-ce que quelqu'un qui sait faire du Python et faire du C, par exemple, il a appris ça, tu vois, en école, est-ce que ça suffit? Et si on le sait pas, est-ce qu'il faut l'apprendre ou pas forcément? C'est vraiment spécifique. Oui, clairement, la transition va être beaucoup plus agréable que pour un néophyte. Il va forcément retrouver ses bases, il va forcément retrouver la logique de programmation. Donc oui, ça va forcément être une très très grande aide et il sera beaucoup moins perdu qu'une personne qui commence sans avoir effectivement ça. C'est sûr. Ça l'aidera beaucoup, ne serait-ce que dans le côté algorithmique d'un programme, déjà de comprendre certaines choses. Puis voilà, c'est du langage qui est assez similaire, hein, de toute façon. Si tu fais du Python, normalement tu devrais pas être perdu en MicroPython. Ça reste assez similaire, de toute façon. Ouais, donc la façon de programmer un Arduino, c'est vraiment spécifique à Arduino. Alors, pas forcément, parce que tu vois, tu as ESP-IDF qui se fait plutôt en ligne de commande pour le coup, qui eux ont un builder, etc. Enfin, t'as pas besoin d'IDE forcément, tu peux tout faire en ligne de commande. Donc c'est plutôt, je dirais, la partie flasher des cartes et travailler effectivement avec les langages de programmation. C'est plus MicroPython qui fait que forcément tu te retrouves avec les mêmes choses en fait, les mêmes façons de transférer le programme, les mêmes façons de programmer. Et forcément il faut un langage qui est plutôt proche de la machine parce qu'on travaille des microcontrôleurs, donc le C s'y prête plutôt bien. Mais effectivement, MicroPython est potentiellement plus facile et plus accessible, plus facile à comprendre quand on parle à des néophytes. C'est un choix de langage ou est-ce que c'est imposé par le matos? Genre, tu vois, typiquement, j'achète un ESP32, je veux me brancher dessus, je commence à apprendre. Est-ce que je vais être forcé dans un des langages ou est-ce que je pourrais choisir? Ça va dépendre du fabricant en fait, parce que lui il va te fournir la traduction entre guillemets entre le code et ce qui va être exécuté sur la carte. Donc forcément, si lui il n'a pas anticipé d'avoir un langage de programmation, il fonctionnera tout simplement pas dessus. Et encore une fois, on est dépendant aussi de librairies et de bibliothèques. Donc en général, les fabricants recommencent pas tout depuis le début
et s'appuie aussi potentiellement sur ces librairies-là. Donc on retrouve en général les mêmes choses parce que c'est plus facile de faire. Du coup, il y a quand même des langages qui vont être plus simples à appréhender dès le départ, quand même. Je pense qu'effectivement, MicroPython est plus facile à appréhender que C++, pour le coup. Par contre, on a des projets qui vont tourner que en C++, et moi j'ai des personnes qui viennent sur mon Discord et qui me posent des questions en MicroPython. Personnellement, j'en ai jamais fait. Je suis toujours resté dans la partie C++, je peux pas vraiment répondre à leurs questions. Voilà. Après, ça reste du Python, donc tu as forcément tes repères, etc., et tu peux potentiellement l'aider. Mais voilà, c'est deux langages de programmation différents qui vont avoir des fonctions différentes, des bibliothèques différentes, un environnement potentiellement différent. Donc ouais, c'est potentiellement un choix à faire si on veut vraiment persévérer. Mais apprendre les deux est pas non plus dégueulasse parce qu'on peut avoir des avantages et des inconvénients sur l'un ou sur l'autre. Et tu viens de dire, tu as des gens qui viennent sur ton Discord te poser des questions. Du coup, il y a une communauté de makers, il y a, je sais pas, des Discords spécifiques, des séries de GitHub, des réseaux, des forums, parce que mis à part, je suis pas très dans le hardware, mis à part toi et Tix le Geek, c'est vrai que je suis très peu de makers français. Du coup, je sais pas du tout comment ça se passe. Non, il y a du monde et très franchement, c'est une communauté qui est plutôt agréable, qui est toujours en train d'essayer d'aider, de faire comprendre aux gens et voilà, dans le partage. En tout cas, j'ai jamais rencontré de personnes qui étaient méchantes, qui t'envoyaient chier entre guillemets, voilà, qui te rabaissaient parce que tu comprenais pas forcément quelque chose que lui maîtrise. Donc non, mais pour moi, c'est une très très bonne communauté. Et qui a une forme de poésie parce que voilà, ça reste des créateurs qui parfois créent de rien et qui font des trucs qui sont exceptionnels. Alors pas forcément que dans le hardware et on pense aussi à l'impression 3D ou à ce genre de discipline. Mais ouais, c'est pour moi une communauté qui est super sympa, qui est ouverte, qui est accessible. Et qui regorge de ressources. Après, j'ai pas forcément d'exemple de Discord, moi, que je côtoie spécifiquement. Mais après, je pense au site Hackaday, par exemple, qui a un super blog, qui fait des articles, effectivement, sur pas mal de choses que les makers peuvent faire. Mais pour moi, c'est une communauté qui est super sympa, très franchement. Tu aurais des exemples de projets pour attaquer en fait? Je sais pas, je voudrais mettre la main dedans et du coup soit peut-être pas tout de suite améliorer un projet évidemment, mais au moins comprendre comment ça fonctionne, jeter un petit coup d'œil sur le code, me l'approprier personnellement, ce genre de choses quoi. Des projets simples, des projets rigolos. Le projet WLED, moi ça m'avait fait bien délirer, tu vois, justement de faire le petit nuage, etc. avec un bandeau de LED programmable. C'est quelque chose qui est assez facile parce que du coup t'as pas forcément besoin de programmer. Vraiment il file le binaire, tu branches ta carte. Bon, il faut effectivement choper ton port com et après envoyer le binaire, faire un petit peu de soudure. Mais voilà, c'est assez facile à faire. Après, en termes de hacking, potentiellement le Evil. Et si vous avez besoin, d'ailleurs, potentiellement, je vous répondrai si vous avez besoin d'aide. Voilà, ça m'est arrivé, des personnes effectivement qui sont venues me voir en me disant voilà, je veux juste changer la couleur, modifier l'ordre du menu, etc. Et je comprends pas comment il faut faire. Et là où effectivement, moi je les ai un peu aidés en disant voilà, c'est pas très compliqué en fait. T'as deux variables, tu changes les variables de place, et puis pof, ton menu il a changé de place quoi. Waouh, c'est trop bien. Je pensais que ça allait être une grosse galère. Non, c'est pas non plus c'est pas non plus infaisable, c'est pas non plus quelque chose qui est irréalisable. En quelques semaines, quelques mois, on peut déjà commencer à faire des petits programmes qui sont déjà super intéressants, quoi. Donc non, c'est... Excuse-moi. Toi, t'as déjà fait des workshops, des trucs comme ça? Tu donnes des cours sur... tu fais des formations? Sur cette partie-là, non, pas forcément. Je suis sur Discord et je réponds quand c'est possible, tout simplement. Après oui, j'ai eu l'occasion de donner des cours en école, notamment en Supinfo, où là effectivement, vu que c'est des cours sur la cybersécurité, le dernier cours que j'ai fait c'était une initiation à la cybersécurité, donc forcément tu présentes ce genre de matériel pour que eux puissent justement faire de la sensibilisation derrière, forcément.
Mais et ça te chaufferait pas de faire ça? Enfin, je sais pas. On s'est croisé à l'EHAC par exemple, proposer des workshops à l'EHAC ou n'importe où ailleurs, hein, au Brésil ou n'importe. C'est pas quelque chose Pourquoi qui te pas? tenterait? Je suis plus dans la démonstration et dans le fait d'être dans une finalité, plutôt que d'apprendre vraiment aux gens comment le faire. Je suis pas sûr d'être le meilleur professeur aussi, potentiellement, pour pouvoir donner ce genre de cours ou de workshop. Mais pourquoi pas, à réfléchir dans un avenir peut-être. Ça pourrait être intéressant, ouais. Très bien. C'est lancé, si vous voulez l'embaucher, vous savez. Non mais en vrai, c'est pas déconnant comme idée, avoir tout simplement un petit workshop, faire mon premier programme Arduino, faire mon premier, faire ma première attaque Wi-Fi avec une carte ESP32 ou ce genre de choses. Ça pourrait se faire, ça pourrait se faire. Et ça pourrait marcher, réserve-moi une place, j'arrive. Je te le dis. Avec plaisir. Peut-être pas cette année, mais vous avez planté une petite graine. Pour le hack, pour le hack. Attention. Bien. Ok, alors si je reviens sur un peu les prérequis, on a parlé dev, on a parlé matos, un peu les câbles, etc., les boards pour connecter, tout ça. Est-ce qu'il me faut un PC qui coûte 4000 balles ou est-ce que je prends une calculatrice, un câble USB et ça marche? Il y a un moment où tu vas quand même devoir compiler ton programme, donc forcément il va falloir un petit peu de puissance matérielle. Maintenant, il faut pas une carte graphique RTX 4090 pour pouvoir effectivement compiler un programme Arduino, quoi. On est sur une machine de bureautique peut potentiellement suffire pour faire ce genre de choses. Potentiellement, ça prend un peu plus de temps qu'une machine qui est overkill et qui coûte 5000 balles. Mais tu vas y arriver quand même et ça va prendre un tout petit peu plus de temps à compiler potentiellement, mais on arrivera au même résultat, quoi. Il n'y a pas besoin de... Ouais. C'est intéressant quand même, c'est-à-dire que tu prends le PC de taf ou d'études que tu as tous les jours, tu dépenses 40 balles de plus et potentiellement tu peux t'amuser avec plein de projets pour apprendre, quoi. C'est intéressant. Tout à fait. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir aussi des connaissances particulières en réseau ou système, Linux, Windows, peu importe, pour commencer tout ça, ou est-ce que c'est plus la connaissance, on va dire, du matos et de comment tu vas le programmer qui va faire que ton projet va aboutir? Moi, je pense que voilà, le but de ce genre de carte à la base, c'est d'offrir une plateforme sur laquelle tu peux justement faire ce que tu veux. Donc ça va être effectivement dans ton développement que tu vas forger en fait tout ça. Après, est-ce que tu peux répéter la question parce que j'avoue que je suis en train de me perdre là. Pas de souci. C'était est-ce que tu as besoin d'avoir forcément des connaissances théoriques poussées en réseau, en Linux, en Windows pour arriver, tu vois, à faire un projet genre. Tu vois, alors je me doute que si tu commences à faire un déhausseur par exemple, il faut que tu comprennes à peu près comment ça marche le Wi-Fi, sinon tu vas pas aller bien loin. Mais est-ce que tu as besoin clairement d'avoir fait un bac+5 en info pour commencer un petit projet? Est-ce que tu as besoin d'avoir étudié 3 ans en théorie ou d'avoir fait 3 ans d'entreprise en IT, tu vois, avant de te lancer dans ton premier projet? Non, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une partie de mon code. Pour faire du DNS spoofing, c'est une ligne. Voilà, c'est fini. Je dis DNS étoile, adresse IP. Voilà, donc t'as pas forcément besoin d'avoir un bac+5 pour comprendre ça. Bien sûr, faut que tu comprennes un peu comment fonctionne le spoofing, etc. Mais pas forcément d'un point de vue ultra technique. Juste le fait d'avoir effectivement juste des notions basiques de comment ça fonctionne peuvent suffire. Mais toujours, vaut mieux savoir comment ça fonctionne pour pouvoir justement aller attaquer derrière la chose en question. Ouais, j'ai une autre question collée à ça. Est-ce qu'il y a moyen de faire de péter des choses de façon assez hardcore si jamais on n'a pas les connaissances et qu'on fait n'importe quoi, justement? Si tu commences effectivement à faire un déoffer et que tu te dis tiens, je vais déoff tout le monde autour de moi, si tu as des équipements qui sont potentiellement des caméras par exemple, tu peux couper un lien d'une caméra, etc., qui ne t'appartient pas. Ce qui fait que c'est dangereux parce que c'est illégal, forcément. Si la personne se rend compte qu'elle vient porter plainte, tu es totalement dans l'illégalité, tu as lancé une attaque sur un équipement qui ne t'appartient pas.
Donc ça, effectivement, il faut faire attention parce que on est sur de la création. Donc potentiellement, on n'a pas forcément de limitation dans ce qu'on peut faire. Et on peut passer dans le cadre illégal sans s'en rendre compte parce qu'on se dit, tiens, on va faire un sniffer qui fait, je sais pas, qui récupère vidéo Apple et je vais essayer de récupérer ceux de ma box. Et au final, on se retrouve à récupérer des choses quand on analyse les paquets qui sont un peu plus problématiques, quoi. Et là, t'es passé dans l'illégalité sans t'en rendre compte potentiellement. Et si quelqu'un s'en rend compte et vient déposer plainte contre toi, tu risques d'avoir des petits problèmes, quoi. Ouais. Apple. Une Apple, c'était une frame du 4-way in-check. Quand un équipement se déconnecte et se reconnecte d'une borne Wi-Fi WPA2, WPA, il va en fait faire un 4-way in-check, qui va faire un double échange de paquets. Un nœud Apple en fait est un de ces paquets qui transite et donc qui contient potentiellement un dérivé du mot de passe Wi-Fi qui est craquable par la suite. Bien sûr, tout est relatif. Si on a un mot de passe qui fait 45 de long, on risque d'avoir des millénaires devant nous avant d'avoir la possibilité de retrouver ce mot de passe. Mais s'il fait 8-10 de longueur, on peut se retrouver assez facilement. Ok. Bien. Si on parlait un peu des projets que les débutants pourraient lancer, comment est-ce qu'on fait pour diagnostiquer un bon projet ou une grosse idée de merde? Alors, idée de merde, ça peut être soit le projet qui va t'envoyer en prison, comme tu viens de le dire, par exemple, soit un projet qui est peut-être trop gros ou qui a aucune chance de réussir, tu vois, ou qui t'apprend rien, peut-être. Je dirais la communauté qui est derrière. S'il y a beaucoup de gens qui sont accrochés au projet, si on voit qu'il y a pas mal d'étoiles sur GitHub, que le projet avance assez régulièrement, qu'il est maintenu, avec aussi potentiellement une équipe qui répond, hein, tu ouvres une issue, la personne te répond, essaie de régler ton problème, etc. Tu vois quand même que le projet il est vivant, que si tu as un problème, tu vas potentiellement avoir des réponses et que tu vas pas tomber face à un mur. Si on a 2, 3, 4 étoiles sur le GitHub, que personne n'en parle, qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de pull request, il n'y a pas de communauté derrière, il n'y a pas de Discord, etc. Potentiellement, c'est un mec dans son garage qui s'est dit tiens, je vais faire un truc et je vais le poster sur GitHub. Et il est bancal, il n'a pas été testé, il n'est pas éprouvé par plusieurs utilisateurs. Donc ça va être des projets qui vont être potentiellement moins intéressants à regarder. Par contre, ils vont potentiellement être plus petits. Et donc ça va être plus facile pour une personne qui commence de ne pas se plonger dans 15 000 lignes de code et avoir potentiellement 100, 200 lignes de code à regarder, à comprendre pour pouvoir justement les modifier ou commencer à partir de ça quelque chose. Et tu parles souvent de communauté, etc. Mais quand tu commences, tu es tout seul en fait. On parle toujours de dev, hein, mais c'est plus fun à plusieurs. Comment on fait pour trouver des gens pour évoluer en fait? T'es tout seul, oui et non, parce que t'as quand même la communauté Arduino et ESP32 qui est derrière toi malgré tout. T'as toujours des gens qui vont faire des projets sur cette plateforme, même si elles sont pas hacking. Mais voilà, il y a une communauté derrière qui fait des projets maker tous les jours. Il y a des forums pour ça, il y a des chaînes YouTube qui sont dédiées à ça. Donc on n'est pas forcément seul. On a déjà une communauté qui est derrière et qui peut déjà nous aider à comprendre des problèmes, régler des problèmes. Et derrière, par contre, effectivement, on peut avoir via cette communauté des parties de cette communauté qui s'accrochent à notre projet, voire des personnes qui ne connaissent pas du tout SP32. Et là, construire une communauté qui est pour le projet en lui-même. Mais de base, il y a des ressources, il y a des forums, il y a des gens qui sont là et qui sont passionnés par justement ces équipements et qui sont prêts à aider au quart de tour, parfois. Ok. Donc, alors on a compris, il faut essayer de trouver un projet qui a un peu de suivi, quoi, des étoiles. On a une communauté derrière qui va nous pousser, on a du matos. Mais comment on choisit en fait quel projet va avec quel matos? Parce que j'imagine qu'il y a quand même des limitations dont on a déjà parlé sur le matos. Du coup, peut-être que le projet que j'ai en tête, il va pas coller. Bien sûr. Et même pire que ça, tu vas potentiellement être amené à racheter un autre matériel parce que le projet t'intéresse vraiment
Et au final, tu te rends compte que ton matériel n'est pas forcément dédié à cet usage ou à ce projet en fait. Que tu te retrouves avec 18 cartes partout. C'est comme ça que ça commence encore une fois. Et après, ça part en cacahuète. Et ta copine te dit ouais, mais maintenant faut ranger. N'importe quoi. Non mais voilà, c'est intéressant parce que ouais, moi personnellement, je suis plus parti du projet, voir effectivement quel était le matériel nécessaire pour travailler avec ce projet et potentiellement derrière dire bah ok, on peut faire ça avec le projet, mais on peut faire d'autres choses aussi. Je vais prendre un petit exemple. Hop. Donc là, je vous rappelle, hop, le petit Ponaguchi. On a un acteur français qui s'appelle Infinition, je crois, qui a repris en fait le même matériel que le Ponaguchi et qui a fait un petit Viking en fait qui lui vient scanner le réseau local, chercher des SMB, des FTP, voilà, des loots en fait concrètement, et qui va du coup se balader, tester des trucs, récupérer des fichiers, te balancer des scans réseau et te dire bah voilà, il y a tel port ouvert. Voilà, en soi, le matériel était déjà présent. Tout le monde, toute personne qui a eu un Ponaguchi avait déjà le matériel et potentiellement l'avait mis de côté. Le mec est arrivé à lancer ça et au final, bah, je crois qu'il a pris 3200 étoiles en quelques mois sur GitHub parce que bah, en fait, tout le monde avait déjà le matériel pour le faire tourner et il n'avait pas besoin de le racheter, il avait juste à brancher, à envoyer et c'était parti. Donc, pour moi, l'intérêt c'est d'avoir un projet en particulier parce que de toute façon le projet va aller sur certains matériels uniquement et donc bah, potentiellement on va être limité. Mais on a des projets qui sont multiplateformes aussi et potentiellement on va pouvoir justement penser au maraudeur. Le maraudeur tourne sur beaucoup de matériel. Donc potentiellement on va pouvoir aussi, suivant le matériel, récupérer des projets qui sont compatibles avec notre matériel pour pouvoir les faire tourner et découvrir d'autres choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui était hyper intéressant en fait. Alors sur le Heavy LM5 par exemple, ça a l'air hyper modulaire dans le sens où il y a plusieurs plateformes, plusieurs modules qui existent et tout ne tourne pas sur tous les matériels. Et du coup ça c'est assez intéressant et quand tu commences, est-ce que tu peux partir dans cette direction en se disant je pars sur tel type de matériel pour mon projet et par la suite soit je charcle certaines capacités, soit je peux lui en rajouter derrière, ou est-ce que ça c'est vraiment parce que là tu as atteint un niveau en fait de dev qui est assez suffisant pour pouvoir le faire? Bah, le truc c'est que le mieux je pense c'est de rester sur du matériel en fait qui est connu. On a des cartes entre guillemets qui sont très connues, je pense au Raspberry Pi 0W2 où on va avoir plein de projets qui vont tourner dessus en fait. Du coup, potentiellement, choisir un hardware sur lequel il y a plein de projets qui sont vraiment connus, qui sont maintenus et qui ont une communauté, forcément, en fait, il y a un moment donné où, si tu veux te mettre dedans, tu vas avoir la bonne plateforme pour le faire, parce que c'est pour ça qu'eux l'ont choisi en règle générale, en fait. Donc, prendre une carte qui a beaucoup de projets qui sont maintenus, qui sont connus par des gens, par définition, ne peut pas être un mauvais choix. De toute façon, tu vas pouvoir tester les projets qui sont déjà disponibles dessus, avoir plusieurs projets qui font différentes choses potentiellement et qui peuvent amener d'autres questions et d'autres envies de créer. Et voilà, quoi. Forcément, il y a un moment où tu vas peut-être mettre le nez dedans, voir comment eux ils font, commencer à faire des petites modifications, etc. Et puis peut-être à un moment, tu vas péter les plombs parce que tu es en vacances et puis tu vas dire, allez, on part from scratch, on fait un truc qui est à moi, quoi. Ouais, c'était une des optiques que j'avais et une des questions c'était ouais, est-ce que tu chasses des petits projets comme ça en te disant ok, cette fonctionnalité a l'air sympa, j'essaye de l'implémenter moi et quand ça fait 3 semaines que j'y suis et que j'ai mal au crâne, je vais voir comment on fait les copains, tu vois, pour comparer et ajuster. Est-ce que c'est une bonne méthode de faire ce genre de truc, ouais? Bien sûr, même moi au niveau du Evil, il y a des projets, je pense à Bruce, qui est un très 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 bon projet aussi, qui sont une grosse équipe de dev, dont un qui est monstrueux, et ils font des trucs de dingue. Mais voilà, c'est
Comment ça va être tard? Rappelle-moi la question. Ça y est, la fatigue de l'interviewé arrive. La fatigue commence à arriver. Ouais, l'idée c'était d'aller de faire des projets dans son coin, tu vois, et après d'aller se comparer aux copains pour progresser comme Oui, ça. Ouais. pardon, excuse-moi. En fait, voilà, Bruce, en l'occurrence, on discute ensemble. On n'a pas vraiment de concurrence en soi, on est plus dans l'entraide. Quitte à dire, voilà, il y a un moment où je suis arrivé en disant, bah, ton scanner de port, il est un peu long, quoi. Il met 20-25 secondes. Moi, je le fais en 3. Tiens, regarde comment je fais, quoi. Ouais. Potentiellement, tu peux faire. Et inversement, bah, typiquement, la fonctionnalité de clé USB qui risque d'arriver prochainement sur le Evil vient d'un autre projet qui ne fait que ça. En fait, tout simplement, il transforme le capteur en clé USB. Donc, bah, moi, j'ai été voir la personne directement. En disant, moi, j'essaie de le faire depuis un petit bout de temps. Est-ce que je peux regarder comment tu as fait, potentiellement l'implémenter dans le Evil? Et derrière, bien sûr, je référence la personne en disant, bah voilà, le GitHub d'origine qui a permis de faire ça, c'est là-bas. N'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à poster une étoile. Et derrière, voilà, le rajouter dans les acknowledgements, en disant, bah, merci d'avoir fait ce travail-là. Voilà, on travaille sur des projets qui sont en général des licences MIT. Donc qui sont en fait récupérables, modifiables, même vendables pour la plupart. Donc bah, c'est cadeau à la communauté à partir du moment où tu dis bah, c'est lui qui l'a fait. Potentiellement tu peux récupérer effectivement le travail et bah, l'améliorer et le continuer, quoi. Donc et c'est une communauté qui est assez sympa. Enfin voilà, à partir du moment où tu fais les choses bien, tu vas potentiellement voir l'auteur d'origine, que tu préviens que tu vas potentiellement essayer de faire ça, ou tout simplement que tu le références bien en disant voilà, c'est pas mon travail, c'est là-bas qu'il faut aller. Les gens sont cool, sont sympas, et au contraire ils sont plutôt contents que leur travail soit utilisé, quoi. Donc non, c'est intéressant, je pense. Ok. Impec. Alors, si on doit parler de projet en soi, parce que donc le Evil M5, ça fait un bout de temps quand même que tu travailles dessus, comment on fait pour pas abandonner son projet? Comment on fait pour rester motivé et aller au bout de son idée? Bah, faut pas sous-estimer le temps que ça prend, je pense, déjà. C'est des heures et 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 des heures de travail. J'ai potentiellement sacrifié des parties de ma vie perso pour pouvoir développer le Evil à la place. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Je ne vous conseille pas de faire ça. Je prioriser la famille, les amis et les compagnes. Mais voilà, c'est quelque chose qui prend pas vraiment du temps et qui peut parfois désespérer quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, que ça fait des jours et des jours que tu travailles dessus et ça prend pas, quoi. Bah, ouais, tu peux vite te dire c'est bon, j'arrête. Soit je passe à une autre fonctionnalité, soit c'est bon, ça me saoule, le projet il est suffisant comme ça et les gens seront contents et je le lâche, quoi. Et toujours t'as potentiellement une communauté derrière qui te dit voilà, t'as fini? Ah, t'inquiète, tu vas y arriver, vas-y, de toute façon au pire tu feras autre chose, de toute façon je sais que tu vas y arriver. Et là, bah forcément, toi, t'as la motivation qui revient. Mais oui, dans un projet, comme je pense dans tout projet, t'as des doutes. Tu te demandes est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, etc. Moi, personnellement, je le fais pour moi. Et derrière, je le partage à qui le veut bien. Donc à partir de là, du moment que je me satisfais moi-même, j'ai déjà gagné. Après, c'est du bonus pour les gens qui le veulent ou pas, quoi. Tout simplement. Mais oui, il y a plusieurs fois, effectivement, dans le deal. Alors, déjà parce que je m'y mettais trop. Il y a des périodes où je faisais travail, je sors du travail, je fais le deal, je vais me coucher, je retourne au travail et on recommence. Donc ouais, c'était un peu compliqué, ça fatigue pas mal. Mais voilà, il faut aussi faire la part des choses. Il y a des périodes où j'ai fait stop, j'arrête. Je déconnecte pendant 2 semaines, je ne touche pas au projet pendant 2 semaines et je me repose, je ne fais que me reposer, quoi. Voilà, c'est peut-être d'ailleurs, je pense, la problématique dans ce genre de projet, c'est qu'en général, il y a une ou deux personnes derrière qui veulent fournir effectivement un projet qui est stable, qui est cool, etc.
Et au final, bah, il est tout seul, quoi. Donc, bah, il fait ce qu'il peut. Et il prend sur son temps perso, forcément, pour pouvoir faire ça, quoi. Donc, voilà. C'est des sacrifices qu'il faut être prêt à faire aussi pour pouvoir faire un gros projet, potentiellement, qui soit utilisé par beaucoup de gens. Avec le risque, potentiellement, que ça n'aille pas aux gens et que, bah, voilà, les personnes n'adhèrent pas et, bah, tout simplement, le projet ne part pas. Mais bon, ça n'a pas été mon cas pour le ville, encore une fois. Moi, j'utilise dans mon travail, principalement. J'utilise justement pour faire de la vulgarisation et montrer à des personnes que c'est possible ou pour m'amuser aussi, hein, ça arrive des fois. Mais voilà. À partir du moment où je trouverai plus d'intérêt là-dedans, effectivement, le projet n'aura plus d'intérêt d'évoluer, de faire des choses. Maintenant, il y a aussi la limitation de matériel, hein. On est quand même sur des choses qui sont petites, qui sont pas forcément vouées à évoluer à un point exceptionnel. Même moi, en fait, avec le Evil, je commence à taper un petit peu dans les limites de ce qu'il peut faire et d'où on peut aller. Au point de me dire, on va peut-être passer sur Raspberry Pi pour pouvoir avoir plus de puissance, plus de RAM, etc. Et avoir un double projet parallèle Raspberry Pi et ESP32. Et voilà, encore plus de temps, encore plus de développement sur du langage qui n'est pas forcément le même. Donc c'est forcément un peu plus complexe. Mais oui, c'est un investissement, je pense, à faire et à être conscient avant de pouvoir commencer un gros projet. Parce que ouais, ça peut vite devenir compliqué en fait de gérer vie professionnelle, projet et vie perso, quoi. Ouais, ça avait une double question en fait. C'est quand est-ce qu'on sait qu'il faut laisser tomber? Parce que parfois on peut pas mener à bien un projet. Et quand est-ce qu'on sait que le projet est terminé? Je dirais, on sait que le projet est terminé quand on n'a plus d'idées, déjà. Qu'on n'a plus forcément, justement, qu'est-ce qu'il faut rajouter dedans? Est-ce qu'on peut pas faire ça? Est-ce qu'on peut pas faire ça? Quand on arrive aussi aux limitations du matériel, j'ai un autre projet où si tu rajoutes 2-3 fichiers, t'as plus de place du tout. Donc tu peux plus rien faire dessus. Au point où justement j'ai enlevé certaines fonctionnalités en me disant il faut plus de place, donc on enlève des trucs qui sont pas forcément utiles, qui sont de la cosmétique, etc. Donc tu peux être arrivé à une limitation tout simplement du matériel en me disant je peux pas aller plus loin, je peux plus rien mettre dedans. Et puis tu peux aussi arriver à un moment donné où les gens, ça ne les intéresse plus tout simplement. Ils sont plus hypés, ou il y a eu une hype de nouveautés entre guillemets, comme on a pu avoir le Flipper 0 et puis elle est passée. Ce qui fait que t'as passé la hype, t'as encore quelques utilisateurs, mais bon, ils sont assez peu. À partir du moment où tu te retrouves avec 2-3 personnes en face de toi dans ton Discord et qu'il n'y a plus de personne à l'intérieur, tu sais que tu fais ça pour ces quelques personnes-là à la limite et que c'est assez restreint. Après, si t'as plus la patience, si t'as plus la motivation, pas grand intérêt de continuer un projet et potentiellement passer sur un autre projet sur lequel tu pourras mieux investir ton temps que de t'évertuer à faire des choses encore et encore sur un projet qui est potentiellement voué à mourir. Mais c'est vrai que ça peut être dur de le détecter, d'avoir une communauté qui se meurt, des choses comme ça, mais je pense que c'est des choses qui se voient assez facilement. Typiquement, tu fais une date, tu as 2-3 personnes qui te répondent, qui te disent c'est super, etc. Tu vois que ça n'a pas forcément d'impact, que les téléchargements sur ton GitHub n'ont pas forcément monté ou diminué. C'est peut-être le moment effectivement de te dire est-ce que je fais ça pour la communauté ou est-ce que je fais ça pour moi? Et si je fais ça pour la communauté et que la communauté n'est pas là, malheureusement, vous peut-être effectivement soit repartir sur quelque chose qui est plus personnel, soit arrêter le projet et effectivement partir sur autre chose qui pourrait convenir à la communauté. J'en suis pas là, je pense, pour l'instant. Qui me va bien. Tu disais tout à l'heure, tu faisais boulot, tu rentrais, tu étais sur le M5, tu dormais, boulot, le M5, tu dormais, rinse and repeat, quoi. Ouais. Et il n'y a pas des boulots où c'est ça le boulot, en fait? C'est de dev ce genre d'application pour ce genre de matériel? Ça existe, ça, ou pas?
En France, pas à ma connaissance. Je pense pas qu'il... Enfin, il doit y avoir des boîtes. De toute façon, quand t'es Red Teamer, tu dois, en règle générale, avoir ta boîte d'outils, avoir ton petit matos, etc., avoir tes logiciels qui vont bien. Donc je pense que ça fait partie du métier de Red Teamer de trouver, voire développer des outils pour ça. Maintenant, vraiment, type Hack5, développer des outils de hackers pour des hackers, je crois pas que ça soit encore fait en France. Peut-être une petite graine en plus à planter, encore une fois. Non, mais pas à ma connaissance. Si vous en connaissez, présentez-les-moi. J'en serais totalement ravi. Yes. Alors, il y avait un bout de la question là sur les projets qui m'intéresse, moi. Comment est-ce que tu sais quand est-ce que tu peux sortir ton projet aussi? Parce que je pense qu'il y a pas mal de monde qui se dit mon projet il est naze, il est pas efficace, il sert à personne, tout le monde s'en fout, je suis moche, laissez-moi mourir en paix. Enfin bref. Tu vois. En vrai, quoi. Trop coupé. Très franchement, quand le Evil est sorti, c'est exactement ça que je pensais. Je me suis dit, au pire, ça va intéresser 2, 3, 4 personnes. Et puis, finalement, non. Finalement, les gens adorent ça. Finalement, les gens en réclament plus, me demandent d'implémenter des choses, me demandent d'aller plus loin dans le truc. Donc, potentiellement, on a déjà un projet qui peut être intéressant pour des gens, mais on ne le sait pas encore, en fait. Parce que nous, on trouve que c'est pas assez, c'est pas par rapport à d'autres projets GitHub, c'est ridicule. Potentiellement, on a des gens qui ça peut intéresser. À partir du moment où on a des gens que ça peut intéresser, le publier n'est pas déconnant. Après voilà, il faut toujours bien sûr essayer de pas publier à la va-vite. Ça m'est arrivé de publier des versions où tu le mets sur ton carte Twitter et ça marche pas. Simplement. Alors, je viens de faire un everyone sur 400 personnes. Je reviens dans 10 minutes et normalement ça marche. Donc, voilà, c'est le genre de choses où effectivement si ton projet est un peu bancal, potentiellement la première chose que tu vas avoir c'est des issues en disant ça marche pas, comment on fait? Donc c'est pas vraiment de grand intérêt de le partager. Quoique, tu peux avoir un mec qui passe sur ton projet qui dit je t'ai fait une PR et du coup maintenant ça marche. Mais c'est la stratégie des éditeurs de jeux vidéo depuis quelques années, ça, de sortir des bêtas en prod, non? Je comprends pas. Vous voulez tester notre bêta, payez pour. Mais attends, normalement c'est dans... Non, je dis rien, c'est bon. Non mais voilà, c'est... Le partager, ça a toujours un intérêt. Déjà, tu le partages pour les autres qui vont potentiellement utiliser ton travail. Et c'est pas du travail qui est perdu dans un PC qui est voué à mourir et à ne jamais être partagé. Donc voilà, ne serait-ce que pour la postérité. Partager peut être intéressant. Mais aussi pour avoir une interaction, comme je l'ai dit, tu peux avoir des gens qui s'intéressent à ton projet, qui disent ça m'est déjà arrivé sur des projets qui avaient une vingtaine d'étoiles à tout casser. Mais j'ai aimé le projet, je m'en suis servi, j'ai développé des choses potentiellement à partir de ce projet-là. Donc je me suis approprié le code, j'ai vu qu'il y avait potentiellement des erreurs. Je le partage aussi à tout le monde en disant il y a des erreurs là, il y a des erreurs là, il y a des erreurs là. Ça serait bien de le modifier, comme ça tout le monde en profite. La personne accepte le PR, tout le monde en profite, et potentiellement lui ça le relance en disant putain la vache il m'a débloqué, donc je vais pouvoir continuer à développer dessus. Et ok. Alors moi je suis pas développeur, très très loin de là. Est-ce que c'est ce genre de projet, admettons tu commences ton projet tout seul, tu vois, tu travailles dessus pendant un petit temps, tu réalises peut-être une V1 qui marche pas trop mal. Est-ce qu'il y a un intérêt à ouvrir le projet à contribution, voire à intégrer des gens dans ton équipe de 1 ou est-ce que tu penses qu'il vaut mieux quand même garder ces projets pour soi au moins un temps avant que ce soit mature? C'est quoi la dynamique avec ce genre de choses? Personnel, ça va dépendre de ton caractère et de tes envies aussi. Si tu veux que ton projet il reste personnel, tu as potentiellement une roadmap en tête sur ce que tu veux faire avec, avoir des personnes qui viennent pour
de dire bah moi je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, et qui vont entre guillemets en dehors de ta roadmap, bah, ça va potentiellement plus te perturber. Mais ça dépend de ton caractère, je pense. Parce que du coup, bah, tu vas avoir des gens qui vont accepter et se dire ah ouais, en fait, non, peut-être ma roadmap était pas forcément bonne. Et tu vas avoir d'autres personnes qui vont dire non, moi, je veux faire ça et je veux pas faire autre chose. Donc après, ça va être au caractère des gens qui viennent aussi en disant bah non, moi, je vais pas envie de travailler sur ça. Et moi, j'ai des personnes où je leur dis bah non, ça, je peux pas l'implémenter. Est-ce que tu veux pas, genre, regarder plutôt par là? À la limite faire 2-3 trucs et là effectivement ouais ça peut aider le projet et tout le monde et dans l'esprit que moi j'ai de ce que sera le projet dans le futur. Mais il y a des gens qui me demandent d'implémenter des trucs, je suis là bah enfin, c'est pas du hacking, ça n'a rien à voir avec le projet, je vais mettre ça dedans, enfin, ça n'a pas d'intérêt en fait, ça n'a pas de logique. À la limite toi fais un GitHub de ton côté et fais un petit projet parce que du coup l'idée peut être intéressante et moi c'est pas pour mon projet. Et j'ai des gens qui me font bah tiens je t'ai fait un PR, alors j'ai fait ça, voilà ce que ça donne en photo, voilà ce que ça donne au niveau du code, j'ai fait telle modification, et si tu l'intègres normalement, si tu fais ça, ça et ça, t'as juste à lancer ta fonction et c'est bon tu l'as quoi. Et tu fais envoyer et c'est parti quoi. Tu le connais pas, il t'a jamais vu, il a juste kiffé ton projet, navigué un peu dedans et il s'est dit tiens je vais aider la communauté du projet et envoyer du code pour que tout le monde soit content. Donc ça, c'est intéressant, je pense, de publier son code de toute manière. T'as une vision à long terme du projet ou pas du tout? J'ai une vision à moyen terme du projet, j'avais une vision un petit peu plus à long terme quand j'avais mon ancien téléphone qui a fait « Bonjour, je meurs » et qui contenait mes notes. Mais voilà, il y avait ma roadmap dedans. Ce qui fait que bah, elle est dans ma tête, mais pas forcément complète. Donc je suis en train de la refaire, effectivement, mais je dirais plutôt à moyen terme. On n'est pas sur de l'année, on est plutôt sur des mois, voire quelques fonctionnalités à implémenter au fur et à mesure. Après, ça m'arrive des fois de tomber sur quelque chose et de dire bon bah, on chante la roadmap et il faut que ça soit dessus absolument parce que c'est mortel. Donc j'ai une roadmap, elle n'est pas forcément écrite, elle est plutôt dans ma tête, très franchement. Dû potentiellement aux pertes aussi du matériel que j'ai eu. Mais voilà, c'est... J'ai pas envie que ça soit non plus fixé en fait. Je veux que ça soit potentiellement... que quand quelqu'un arrive et me dit hey, est-ce que t'as vu ça que je sois pas bloqué à me dire bah ouais mais non j'ai 45 trucs à implémenter avant de pouvoir implémenter ça. Alors que ça peut être potentiellement très très intéressant par rapport à ce que moi je vais implémenter derrière. Donc... c'est pour ça qu'il n'y a pas de roadmap décrite aussi sur le GitHub, parce que effectivement je peux garder cette flexibilité en me disant tout peut arriver et je vais pouvoir potentiellement tout implémenter si ça arrive. Voilà. Il y a des projets, toi, autres que le tien, qui te font vibrer, des trucs où tu te dis waouh putain ça c'est mortel ou c'est ça, j'aimerais bien l'implémenter ou il va falloir que je monte un Raspi pour essayer de faire ça ou il y a des trucs qui te font vraiment qui te chauffent comme ça. Ouais, bien sûr. Bah tu vois typiquement hop, le petit Björn là. Ouais. Ça très franchement j'ai vu ça, j'ai fait ah ouais. Alors déjà il est français, donc déjà rien que ça j'ai fait ça fait plaisir. Mais voilà le fait d'avoir lui pour le coup il a bien travaillé son projet avant de le push quoi. T'as vraiment une petite interface mignonne, t'as vraiment c'est user-friendly, t'as une interface web vraiment pour pas avoir à tripouiller le code. Et, le mec a fait son premier push comme ça, et il a conquis directement toute la communauté quoi. En plus, il a fait en sorte que le projet soit scriptable, donc tu peux rajouter tes propres scripts. Tu peux rajouter des modules, tu peux modifier le code. Enfin voilà, il a fait en sorte que ça soit utilisable par le plus grand nombre et modifiable aussi par le plus grand nombre. Ce qui est exceptionnel, très franchement. Et voilà, c'est un petit projet qui est super sympa. Et dès qu'il y a un petit truc mignon sur un écran, en général, ça fait plaisir aux gens. Ça, c'est le côté toujours, ça dope un peu la chose. Mais ouais, c'est un projet, je pense, qui est ultra prometteur, qui a beaucoup de possibilités. Et qui peut aller très loin, à mon avis. C'est quoi le nom du projet déjà? C'est Björn, B-J-O-R-N.
N et GitHub derrière, tout simplement. Ok, on va faire un petit lien là-dessus. C'est genre The Cyber Viking. Ok. J'aime bien la thématique, en plus l'interface a l'air vraiment sympa. Ouais, carrément. Et en plus, il est pas trop mauvais en dessin, etc. Donc il a fait plusieurs modèles, etc. Donc tu peux vraiment modifier. Bon, il a eu des petits problèmes de santé récemment, malheureusement. Ah. Donc il a un peu stoppé le projet pour l'instant. Mais il y a déjà une grosse communauté derrière. Donc il y a des mecs qui sont déjà en train de faire des choses, etc. Mais ouais, pour moi, c'est un des plus prometteurs, à mon avis. Franchement, pour moi, il est proche du Ponaguchi en termes de projet. Donc ça peut aller très très loin et c'est très intéressant. Et dans l'autre sens, parce que là on a parlé projet, donc les projets qui te font un peu vibrer, tout ça, mais est-ce qu'il y a du matos où tu dis ouah, ça c'est sous-exploité, il n'y a personne qui s'en sert, ou peut-être que tout à l'heure tu disais ton projet commence à prendre de l'ampleur, peut-être passer sur un Raspi ou un truc comme ça. Est-ce qu'il y a une techno qui te plairait, ou est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui sont sous-exploitées? Ouais, il y a des boards. Pour moi, M5 faisait partie de ces cas-là, où effectivement, t'avais en fait les mecs proposer du matériel qui est qualitatif, mais il y avait personne derrière en fait pour mettre des firmware dessus, quoi. Donc c'était un peu dommage. Sinon, j'avoue que je dirais l'Eligo aussi. L'Eligo qui font des cartes pareilles. Ont essayé de faire un concurrent du Flipper Zero. Alors, je sais pas si je l'ai dit. Vraiment, on n'a pas copié, quoi. C'est... Hop. Vraiment, on vous le jure, on vous promet, on n'a pas copié. Ouais. Craché. Et dedans, du coup, t'as donc un CC 1101, donc qui est la même carte subsidiaire que dans le Flipper Zero. T'as un écran, t'as du Wi-Fi, du Bluetooth, doit y avoir du NFC aussi dessus, je crois. Mais il y a un ou deux firmware qui tombent dessus pour l'instant, quoi. Donc ouais, pour moi, ça pourrait être beaucoup plus exploité. Et ils ont pas mal de matos aussi. Ouais. Un Ils font peu du comme M5. rap et tout, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est un peu comme M5 qui sortent des trucs assez souvent et qui sont vraiment destinés aux makers, voire un petit peu au hacking. Ils ont une montre d'ailleurs. Wink wink. Est-ce que j'ai ça là? Ouais. Par exemple, ils ont ça. C'est un petit dongle en fait. Alors vraiment, c'est ultra USB, quoi. Tac. Il y a un écran dessus. Alors, on voit pas très bien, mais tout là, vous avez un écran LCD. Et donc vous avez, hop, un port micro SD à l'intérieur du port USB. Et on a, donc c'est le nom du projet, ça va être Swift Army Knife, qui tourne dessus et qui fait rubber ducky. On peut se connecter à distance dessus, lancer des payloads. Quand tu lances un Rickroll, t'as le Rickroll sur l'écran en plus sur l'écran du PC. Donc ouais, non, ils font du bon matos et potentiellement il n'est pas ultra exploité. Il pourrait l'être plus, comme les M5, je pense. Mais il y a des gens qui travaillent dessus actuellement. C'est vrai, je veux pas forcer, mais c'est vrai qu'une montre Hackback M5, Evil Hackback, voilà. On en reparlera, on reforcera, on en reparlera, pardon. Tu sais que techniquement, c'est déjà possible. Ah. Parce que t'as le stick. Alors, j'ai raté. J'avais une clique sur le. Mon bordel. J'ai mis ça dans les fleurs, hop là. C'est ça, hop, un petit stick. Et pour le coup, M5 te vend en fait le bracelet qui va avec pour faire une montre avec en fait. Et le Evil tourne dessus. Alors pour l'instant, il faut mettre un lecteur SD parce qu'il n'y a pas de carte SD dessus. Donc il faut le rajouter
bricoler un petit peu. Mais quelqu'un m'a dit qu'il y avait possibilité qu'ils ajoutent effectivement ce module directement sur la prochaine version du Steam. Et donc, on peut potentiellement envisager ce genre d'application. Très bien. Ce sera fait. Qu'est-ce que... Ah oui, si. Une question que j'aime beaucoup. C'est moi qui l'ai écrite cette fois-ci. Non, c'est pour te dédouaner, Nouveau. Est-ce que le projet Evil M5, c'est un Trojan, mais IRL? Alors, j'explique un peu ma question. Moi, j'aime bien dire que la chaîne Hackback, par exemple, vu que je suis un grand timide à la base, ça a été mon cheval de Troie pour m'incruster, tu vois, dans la communauté et parler à plein de gens intéressants. Est-ce que ton projet Evil M5 a fait office aussi de cheval de Troie comme ça? Est-ce que ça t'a permis de rencontrer du monde que tu n'aurais pas pu rencontrer autrement? Oui, bah vous déjà, par exemple. Je pense que typiquement, voilà, c'est un exemple parfait. Mais je pense que si j'avais pas fait ce projet, je serais potentiellement pas là ce soir. Mais oui, ça m'a permis aussi de rencontrer effectivement des gens qui font des projets à côté, comme Bruce. Là, j'ai des contacts avec des Brésiliens, avec le Portugal, avec pas mal de gens sur Terre qui font à peu près la même chose que moi. Et qui sont super sympas, du coup, qui entraident à fond, donc c'est génial. Mais oui, effectivement, ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens, potentiellement de dire... alors pas forcément moi de rencontrer les gens, mais je dirais plutôt aux gens de me rencontrer. Tu vois. Le côté, coucou, tu es là et je fais des trucs et je sais faire des trucs. Je suis cool aussi, venez me parler si vous voulez. Ah ouais, c'est vrai que t'as l'air cool. Non mais voilà, effectivement, ouais, ça t'ouvre des portes. Parce que t'as des gens qui disent ouais, c'est génial ce que tu fais et qui veulent le diffuser eux aussi. Et parce que tu rencontres des gens qui sont passionnés et du coup qui veulent potentiellement soit t'aider, soit juste te dire mec, je passe sur ton Discord, j'ai pas de Discord, du coup je me supprime mon compte après, mais c'est juste pour te dire super le projet. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de choses qui dit bon, allez, on va continuer encore le projet et c'est pas le moment d'abandonner. Mais ouais, carrément, je pense que ouais, j'ai pu faire des contacts, j'ai pu découvrir des gens qui sont super. Et ouais, ça. Mais c'était pas forcément le but à la base, pour le coup. Ouais, c'est l'effet qui se coule, moi, du. Ouais, c'était pas le projet pas fait pour ça de base, pas pour gagner en notoriété, mais dû à cette popularité fait que forcément ça me fait gagner en popularité, ouais. Et niveau CV, recrutement, tout ça, tu penses que c'est intéressant? Il y a peut-être des jeunes makers, tu vois, qui sont encore en école ou quoi, qui vont se dire ah tiens, ça m'inspire trop, j'ai envie d'en faire. Est-ce que tu penses que c'est le genre de truc qu'on peut mettre sur un CV et se faire un peu repérer aussi par des recruteurs? Ou est-ce que c'est un domaine qui est peut-être un poil trop touchy, non? Ça peut faire double effet. Potentiellement, un recruteur qui va aller sur mon GitHub, il va avoir une tête de démon en flamme, il va faire vous êtes sûr que vous voulez remplacer ce mec-là? Parce que c'est un peu chelou son projet. Déjà de base, ça part pas super bien. Ou tu peux tomber sur un recruteur qui fait waouh, ah ouais, le mec il maintient son projet tout seul, il a une communauté, il arrive à le faire tourner, ouais, ça peut être un élément très intéressant. Ça, je pense, dépend du métier que tu vises. Si tu vises pentester physique ou pentester avec un besoin d'outils de ce genre, forcément le mettre sur ton CV, ouais, ça va booster à mort. Après, ça peut être une ligne sur entre guillemets tes hobbies, en disant voilà, moi je sais déjà faire un projet, je le fais dans mon temps perso, je sais déjà développer des choses, je sais déjà triturer un petit peu des cartes, des ESP, machin, etc. Donc si vous avez un projet à me filer dans ces eaux-là, normalement je devrais m'en sortir sans problème. Donc ça peut être intéressant de le mettre, mais ça dépend du métier que tu vises, du métier que tu envisages et de comment tu l'amènes aussi. Mais ça peut aussi être effectivement un croche-patte que tu te fais à toi-même, tirer une balle dans le pied. Si effectivement tu vises pas la bonne entreprise, si tu veux être administrateur réseau par exemple, si tu commences à dire donc, je fais du hacking, je fais des outils de hacking et je les diffuse à tout le monde,
On va prendre le mec qui est plutôt blue team, en mode tranquille, qui est plutôt protégé, etc. et qui s'éclate pas à aller casser d'autres trucs en fait. Casser des trucs ou les pirater. Donc ça dépend vraiment. Mais il y a des boîtes, oui, que quand tu sors un profil comme ça, qui font c'est ce qu'il nous faut. En fait, nous, je pense à des boîtes où effectivement ils cherchent des solutions avec des petits outils ou des petites choses qui peuvent potentiellement être déployées chez le client. Alors pas forcément de hacking, mais des sondes, du monitoring, ce genre de choses. Oui, forcément ça va être intéressant et ils vont plus regarder ton profil qu'une personne qui n'a pas forcément ce genre de projet. Ou de l'IoT juste. Alors, genre maison connectée ou tout ce qui en fait fonctionne avec les mêmes cartes. Donc forcément, si tu te mets à travailler un petit peu avec des cartes, à savoir comment tester, comment explorer un datasheet, savoir quelle broche fait quoi, etc. Déjà, t'as une longueur d'avance potentiellement sur ceux qui n'ont pas ces connaissances-là. Ouais. J'ai une question un peu perso aussi, parce que je sais que t'aimes bien l'IA. Ouais. Parce que du coup, on avait discuté avant que je sache que c'était toi à l'époque. Et Absolument. du coup, sur ChatGPT. Ouais. Et je me demandais, est-ce que tu as des plans pour lier les deux, en fait, que ce soit Evil M5 ou un autre projet, ou le même Evil M5 mais en plus grand, avec des LLM, en fait. Attends, il a tendu la main, c'est bon. Ouais. Jackpot. Allez, je le fais, je le remonte. Vendu. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là on est sur un Core Fire, je crois que vous l'avez pas vu, vous aviez vu donc le Core 2 quand on était. Donc ça c'est la version avant qui est un peu plus portée maker pour le coup. On va avoir plus de broches de sortie, on va avoir la possibilité d'enlever l'arrière complètement et de brancher des modules dessus. Et en l'occurrence, M5 a sorti, M5 Stack a sorti un module LLM local que tu peux venir brancher derrière ton M5 et qui fait tourner Queen en 0,5B en local sans être connecté à Internet. Avec de la reconnaissance vocale, avec de la retranscription vocale. Donc, typiquement, j'étais arrivé à un niveau où je disais salut, ça va? Comment tu t'appelles? Je disais alors, je m'appelle Queen, j'ai été fait par Alibaba et je suis prêt à vous servir. Tout ça en local sur un truc qui fait la taille de ma paume, quoi. Donc, c'est le feu. Et donc, potentiellement, tu peux dire maintenant que je t'ai donné ces réseaux Wi-Fi, lequel est le plus intéressant pour. Celui-là devrait être le plus intéressant. Ok, tiens, hop, commande, envoyer ce réseau Wi-Fi dans la commande, la fonction qui va faire ça. Et en 0.5B, ça reste quand même exploitable, c'est pas trop lent parce qu'il y a quand même. En termes de lenteur et rapide, pour le coup, ils ont mis un peu de patate. Alors je sais plus exactement c'est quoi mais je crois que t'as 4 Go de RAM. Ah ouais, oui. Mais ça tourne, ouais. Ok. C'est pour ça, ils ont poussé la carte. Alors je peux regarder la ref un petit peu de la carte pour t'en dire plus. Mais non, c'est pas petit. Ça peut faire tourner des choses. Alors faut que je travaille dessus encore. Parce que pour l'instant, j'ai juste un peu joué avec. Mais alors, hop, on a très exactement 4 Go LP DDR4 avec 1 Go qui est réservé à l'application et 3 Go qui est dédié uniquement au volet LLM. Ah ouais, oui. Donc 0.5 ça tourne. Après t'es limité quand même par le. Ok. Alors c'est Queen dessus, il faut me tourner par défaut, donc Queen 2.5 en 0.5B très exactement. Et t'as 32 Go de stockage en interne en plus. Donc tu peux. Et le processeur qu'ils utilisent, c'est un AX603C. Et du coup, t'as un projet là-dessus? Pas encore. Après, j'ai que les exemples de démos que j'ai pu tester rapidement, etc. Mais s'il y a moyen de faire un truc avec et de le relier au Evil ou de faire un autre projet potentiellement, je sais qu'il y a un mec avec ce module-là, il a foutu sur le carte Twitter par exemple.
Donc t'as ton petit modèle LLM en local sur le carputer avec ton petit clavier, tu lui poses des questions et il te répond. Et on pourrait le mettre dans une montre. parce que en vrai, moi, si je peux parler à ma montre et lui dire vas-y, hack-moi tel. Enfin, pète-moi tel réseau. Ça passe, hein. Incroyable. On va discuter, t'inquiète. J'ai même justement une personne de la communauté qui a fait carrément un bracelet, un truc d'avant-bras où le cartuteur et le truc, et quand il lève ou baisse le bras, ça ouvre ou ferme le volet. Ah la vache. Il y a rien de faire des choses. Ça arrive. Ouais, exactement. Bah, je crois qu'il y en a un qui l'a fait justement sur le cartuteur. Il a refait l'interface du Pip-Boy entièrement, vraiment fluide et tout. Ouais, c'est bien qu'ils font. Il y a moyen de faire pas mal de trucs sympas. Dans 2 ans, on va entendre parler de toi. Ça va être Evil M5 sur Neuralink. On va rien comprendre. Ah, ça serait génial. Ça dépend pour qui. Hein. C'est-à-dire, je peux t'aider off par la pensée. C'est quand même. Incroyable. Bien. Bon, on va pas tarder à se diriger vers la fin de cette petite interview qui a duré déjà 3h11. Tout va bien. Allez. Qu'est-ce qu'il y avait comme question? Oui. Attends, j'en ai une petite, moi. Ah, vas-y, pardon. Ouais, j'en ai une petite avant que on finisse. Mais je crois que c'est une question. Si c'était à refaire, avec tout ce que tu as vu, tout ce que tu as fait, toutes les erreurs que tu as commises, qu'est-ce que tu ferais différemment? La façon dont est agencé le code. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un fichier avec 15 000 lignes. On pourrait avoir plusieurs fichiers qui correspondent à chaque fonctionnalité qui serait mieux répartie. C'est en général la façon de le faire, d'ailleurs. Moi, j'ai pris un petit projet où j'ai rajouté des trucs, et puis à un moment, je me suis dit, ah, mais en fait, ça fait 15 000 lignes. Ok. Donc, c'est vraiment pas la bonne façon de le faire, ça c'est sûr. Potentiellement, je pense que je le ferais plus tôt. Si effectivement j'étais au courant, j'aurais pas forcément laissé le truc traîner 8 mois dans un coin. Et je m'y serais mis directement de frustration et à faire un projet directement. Alors juste parce que aujourd'hui je serais plus loin, tout simplement dans le projet, et j'aurais fait plus de choses dessus. Mais ouais, concrètement, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Madame la juge, très bien. Ouais, c'est toujours la même chose. Très bien, très bien. Bon, écoute, on va passer à travers une série de questions qu'on pose à tous nos invités et qui en général les achèvent bien comme il faut. On va commencer par tes expériences. Est-ce que tu pourrais nous raconter dans cet univers maker, créateur, etc., ou de hacking hardware, ta pire expérience, vraiment le truc où tu te dis ça devrait pas exister, ou ça t'a cassé les pieds, enfin bref, voilà. Ah bah, être super hypé par un projet, me dire il me le faut demain, acheter la carte sur AliExpress, la recevoir 1 mois et demi après, monter le projet, faire de soudure, l'allumer et faire avec une petite fumée magique qui sort de la carte. Et me dire, ah ouais, en fait, j'ai pas vérifié mes branchements avant de brancher le power, et du coup, j'ai branché le 5 volts sur le ground. Du coup, la carte, elle est morte. Donc, petit ange parti trop tôt. Ouais. Votre carte, elle marche pas. Vous pouvez pas la rembourser ou renvoyer? Ça dépend. Vous avez une photo? Alors oui, mais il y a plein de câbles de souder dessus, et du coup, je pense que ça va pas super bien fait. En l'occurrence, ça a été... Bah non. Je pense que c'est vous qui avez cramé la carte, du coup, non. Bon, je vais racheter une carte, du coup. Mais ouais, non, je pense que c'est ça le plus frustrant, c'est d'être vraiment épais par quelque chose, d'arriver et de faire une connerie, et au final, t'as éclaté tes 1 mois et demi d'attente pour rien, et t'as obligé de tout recommencer. Ouais,
Sinon, non, pas trop de frustration, en tout cas qui ont été définitives. En général, j'ai toujours trouvé moyen de faire tourner le projet, au moins partiellement, et voilà. Mais ouais, c'est surtout ou avoir effectivement un tool qui est dans ton sac depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Tu le branches et puis en fait il y a eu un truc qui s'est dessoudé parce que tu l'as transporté et le truc marche plus, tout simplement. Et t'es en train de faire une démo. Et tu fais, alors je vous jure que ça marche d'habitude, mais là ça marche pas. Donc voilà, ça peut être frustrant. À part ça, non, je pense que pas trop de frustration, plutôt justement des bons souvenirs, des bons moments, des choses apprises. T'as jamais pété le wifi, un wifi que t'avais pas prévu. T'as jamais glissé, chef? C'est bon. Très bien, question suivante. Question suivante. C'est-à-dire que le juge. J'étais dans... Non. En tout cas, moi, j'essaye effectivement de pas faire les choses de manière non éthique. Donc, effectivement, je me restreins même à faire des choses parce que je sais que potentiellement elles vont avoir des effets de bord. Donc j'essaie d'être prévoyant. Il y a une époque où c'était pas forcément le cas, où effectivement j'en avais un petit peu rien à faire et je me disais bon si on appuie là, on va le faire 5 secondes puisque on a pas trop vu, mais bon voilà, on va appuyer là. Et, ah oui ça marche, voilà, je suis content, j'ai fait mon truc, je sais que ça marche. Mais voilà, j'ai jamais voulu causer du dommage et en étant conscient de potentiellement le dommage que ça pouvait causer, je me suis jamais permis de le faire. Très bien. Ta meilleure expérience alors maintenant? Je dirais le Evil, concrètement, voir que à chaque fois que j'implémente quelque chose, ça plaît, et simplement de voir que ça marche. Tout simplement, c'est du bonheur de voir que des gens aiment ça aussi. Alors, je pense que ma meilleure expérience, c'est de me rendre compte qu'il y a un Indien qui a fait une vidéo sur le Evil, avec l'accent indien et tout. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Là, il y a... La consécration. C'est passé. Ah, c'est quand même... C'est la checklist, hop, ça c'est fait. Non, mais voilà, c'est le fait, effectivement, de voir que ça plaît, que les gens aiment ça, qu'ils le partagent, qu'ils ont envie de le partager. Ça, je pense que c'est effectivement une des plus belles choses que j'ai pu avoir dans ma partie hardware à hacking. Non, et puis toujours, hein, quand tu arrives entre guillemets à faire marcher un projet au bout, tout simplement, t'es rentré en processus d'acheter la board, j'ai commencé à faire mon petit montage, potentiellement t'as fait tes soudures, etc. Tu lances ton code, hop, ça marche. C'est royal, ça c'est une super sensation. Voilà, ce serait tous ces moments-là où j'ai réussi à faire un truc qui marche, qui tourne, qui peut faire des choses et qui est viable. Ça, c'est les meilleurs moments, je dirais. Sinon, j'ai envie de dire le live avec vous, la vidéo avec vous. Oh, c'est gentil. Non, mais vraiment. Oh, c'est cool ça. C'est le genre de moments qui sont super agréables et qui sont importants aussi dans le projet parce que ça motive, ça donne envie. Et puis voilà, ça. Tout simplement, ça fait plaisir. Très Ça me fait bien. plaisir aussi. Hein. Bah, tant mieux. Comme ça, On invite que les gens qu'on veut, donc. Du coup, c'est plus pratique, oui, effectivement. Carrément. Non, mais ouais, ça c'est voilà, d'être potentiellement invité par des gens, d'en parler, d'en discuter, de voir que les gens aiment bien, tout simplement. Ouais, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est toujours mieux à plusieurs. Le partage de... Non mais bon, allez, très bien. C'est vrai. Allez. Le podcast du hard. Incroyable. C'est bon, on a passé 23 heures. Ça passe. Yes. Est-ce que tu aurais des invités à nous conseiller, éventuellement avec un sujet accroché à l'invité? Oui. Nobo, on en parlait tout à l'heure, mais ce serait Twix le Geek. En vrai, moi je l'ai rencontré à l'EA quand même, en même temps qu'on s'est rencontrés.
Mais c'est vrai qu'il a un projet qui est super sympa, donc c'est une petite carte pour le flipper qui a des LED et en plus qui contenait donc l'année dernière des challenges. Il y avait 5 challenges de mémoire sur la carte. Donc en plus, t'as ta carte pour le flipper, tu peux faire des choses avec et tu repars avec un mini CTF sur toi. Et il fait des choses encore, il dev, ça lui arrive de faire des lives sur ses projets de dev. Et donc potentiellement, ouais, ça serait peut-être quelqu'un intéressant à inviter. Ou... En tout cas, allez voir son travail. C'est le Cool Kid Beige, exactement. Ouais, et il vient de sortir aussi une carte chez Lab 401. Attends, c'est lui qui l'a fait? Ouais. Bah ouais. Il est venu poster sur le Discord, il nous a fait un petit message et il a posté sur le Discord du coup avec sa carte. Ah ouais, je crois que c'était juste hier, non? Ou avant-hier? Hier à minuit. Waouh! En fait, j'ai vu la carte, j'ai vu le truc, j'ai vu le machin et j'avais tout lié ensemble. Ok. Je savais pas que c'était lui qui l'avait fait. Ok, bah en Light vrai, Messenger, c'est... C'est ça. Du coup, je vais l'acheter. Et du coup, j'ai perdu de l'argent, voilà. Voilà. C'est toujours la même histoire. Ah, mais c'est très cool, c'est rigolo. Ouais, carrément, faire du light painting, puis même avoir un petit truc effectivement, avec des LED que tu peux contrôler, juste pour faire des effets de couleur et tout. Sympa. Bah, typiquement, voilà. Je pense la continuité aussi du Cool Kid Badge, parce que le Cool Kid Badge faisait aussi cette fonctionnalité avec toutes les LED, etc. Des petits trucs en plus. Mais ouais, c'est une personne qui a des projets intéressants, qui potentiellement va collaborer avec moi, qui collabore déjà un petit peu effectivement sur des trucs Evil, sur d'autres matériels du coup. Potentiellement les Lego pour le coup. mais voilà, ça peut être intéressant, je pense. Il a pas mal de choses à dire et une personne qui est super sympa, qui a une voix qui est très charismatique d'ailleurs. Ça... Très bien. Et puis Infinition, pourquoi pas. Alors j'ai pas forcément le contact. Je vais lui parler un petit peu effectivement, mais celui qui fait le projet de Bjorn peut être aussi très intéressant, je pense, à inviter ou simplement aller regarder. Sinon, à part ça, non. Voilà. C'est déjà très bien. Pour moi. C'est très bien. Je pense qu'il y a d'autres gens, et bien évidemment qu'il y en a d'autres. Mais pour moi, effectivement, c'est les deux personnes et les deux projets qui sont plus intéressants pour moi, en tout cas. On va te demander tes ultimes conseils pour les nouvelles générations de la cyber et la nouvelle génération de makers. Mais une bouteille à la mer, quelque chose que tu veux qui reste pour la postérité. Ce sera tes mots, quoi. Toujours soif d'apprendre. Ça, c'est... Voilà. Il faut avoir toujours envie d'apprendre. Enfin... Le sujet peut être creusé et le sujet peut être perfectionné à un point où des fois on l'imagine pas. Je pense à la radio, on commence à arriver sur de la radio, on se dit ouais ça va être facile. Puis on se rend compte que il y a du SDR et puis là on se dit ah ouais, en fait il faut faire de la physique et faut faire de l'électronique et il faut faire ça, il faut comprendre les modulations et voilà, c'est pour de la cyber, je pense que c'est un monde super parce qu'il y a toujours de quoi apprendre. Sinon, voilà, la postérité, j'espère que vous allez aimer effectivement tout ce que la génération d'avant a fait. Prenez-la, appropriez-le-vous et continuez le travail qui a été fait, améliorez-le, inspirez-vous. Et en troisième, la cuillère n'existe pas. La caméra qui passe en live. Demain, nouvelle interview d'un tueur en prime. La session se ferme, mais nos blablas sont gravés en ligne. Agba continue dans la cyber, toujours sur le ring.